Le mois dernier, j'ai dû prendre un jour pour aller à un cours de préparation à l'accouchement avec Rebecca. Alors, j'ai confié le garage à Neil pour la matinée et la plus grande partie de l'après-midi. C'est ce jour-là que je pense que tout a vraiment commencé. Parce que quand je suis revenu, il semblait être dans un état second et était couvert d'huile. Il en avait même étalé sur le visage, comme s'il avait essayé d'en boire ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit de rentrer chez lui et de se nettoyer parce que nous n'avions pas de clients à ce moment-là et que je pouvais m'occuper de toute personne qui entrerait en attendant. Il est revenu 45 minutes plus tard, mais il était encore bien plus silencieux que d'habitude. Il travaillait aussi bien qu'avant, mais quelque chose ne semblait pas aller chez lui. Je lui ai demandé si quelque chose s'était passé pendant mon absence, et il a juste secoué la tête. Je lui ai demandé combien de clients nous avions eus, et il a juste marmonné quelque chose d'inintelligible. Je lui ai demandé de répéter, et il s'est retourné et m'a lancé un regard furieux. Pendant un bref instant, j'aurais juré que ses yeux étaient complètement noirs. Pas d'iris, pas de sclérotique, juste une noirceur totale et dévorante. J'ai reculé en trébuchant et j'ai heurté une étagère, faisant tomber des choses. Quand je l'ai regardé de nouveau, il avait un regard différent. Il ne me fixait plus avec de la haine. Il semblait juste ailleurs. Juste deux, a-t-il répondu. Une femme, puis un type avec un look de biker tatoué. J'ai supposé que l'un d'eux avait dû demander une vidange d'huile, et que c'est à ce moment-là qu'il en avait renversé. Alors je lui ai demandé s'il avait eu des ennuis, et il a simplement haussé les épaules. J'avais inspecté le garage pendant son absence, et je n'avais vu aucune trace de déversement d'huile. Donc quoi qu'il se soit passé, il avait dû s'en mettre uniquement sur lui, et nulle part ailleurs. Mais il semblait réticent à en parler. Alors je n'ai pas insisté, et nous avons continué à travailler toute la journée. Ce jour-là et le suivant furent relativement normaux, à part son comportement toujours étrange et silencieux bien sûr. Je lui ai demandé s'il voulait sortir acheter à manger pendant que je tenais l'atelier, et il a dit ouais. Quand il est revenu, j'étais occupé à faire un diagnostic pour un client. Alors il a déposé la nourriture sur le comptoir du bureau pour m'attendre, et il a commencé à manger. J'ai fini avec ce client. On devrait garder sa voiture pendant la nuit pour comprendre pourquoi elle s'éteignait. Alors j'ai demandé à Neil de la raccompagner, puis je suis allé prendre ma nourriture. Il m'avait apporté de la nourriture chinoise et un thé glacé. Alors j'ai ouvert les sachets de sauce soja pour en verser un peu sur mon plat. Quand j'ai remarqué la chose la plus étrange, c'était comme si la sauce soja était une chose vivante d'une certaine manière, se répandant comme des dizaines d'asticots noirs d'encre frétillant. Lorsqu'elle est tombée dans le riz frit, elle s'y est enfouie. J'ai pris la fourchette et j'ai commencé à remuer le riz pour regarder plus en profondeur. Et des petites volutes de fumée s'en élevaient, de temps à autre avant de se dissiper. J'avais extrêmement faim à ce moment-là, mais j'étais bien trop effrayé pour manger ça. Alors j'ai jeté tout, le riz, le thé glacé, et j'ai décidé que j'attendrais de rentrer le soir pour manger quelque chose que j'aurais préparé de mes propres mains. Je n'avais rien vu de tel de toute ma vie, et je n'arrivais même pas à concevoir comment je pourrais demander à Neil s'il avait vu quelque chose de similaire. Avec la froideur et la distance qu'il affichait ces derniers temps, j'étais sûr qu'il me regarderait comme si j'étais fou. Alors je me suis tu. Ce vendredi-là, nous sommes descendus à notre bon vieux troquet comme on le faisait toujours pour boire un coup et écouter les groupes locaux jouer. Neil était aussi silencieux et distant que toute la semaine. Physiquement, ce n'était pas un mauvais garçon, et même s'il ne faisait pas vraiment d'efforts là-dessus, et qu'il n'essayait pas de parler à qui que ce soit, une femme est allée vers lui, et a commencé à lui parler. Ils ont fini par partir ensemble ce soir-là. Lundi matin, j'ai essayé de briser la glace en lui demandant comment s'était passé son week-end. Il m'a simplement fait un signe de tête et a marmonné « ça va ». Je lui ai demandé s'il avait eu de la chance avec la jeune femme que j'avais vue. Il m'a esquissé un très léger sourire, qui était peut-être bien le premier sourire que je voyais sur son visage depuis une semaine. Il a simplement dit « c'était bien ». Je ne lui ai pas demandé de détails. Je savais qu'il en parlerait s'il le voulait. Et ce petit sourire suffisait à apaiser mes inquiétudes et me donner un peu d'espoir qu'il revienne à lui bientôt.
La journée était relativement chargée, jusqu'à environ 15 heures. Alors j'ai enfin eu un moment pour m'asseoir au bureau et écouter la radio en attendant le prochain client. J'étais là, penché en arrière sur ma chaise, les pieds posés sur le bureau quand je me suis retourné pour regarder mon panneau d'affichage. Derrière moi, couvert de toutes sortes de découpures, j'y avais accroché quelques bandes dessinées du dimanche comme Garfield et Kevin, que j'avais probablement lues une centaine de fois depuis l'ouverture de mon atelier. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. La première vignette semblait normale, mais dans chaque case suivante, des tentacules noirs d'encre rampaient, depuis les bords du cadre et derrière les personnages. Du sang coulait de leurs oreilles, de leurs yeux, et parfois même de leur nez. Et dans chacune des bandes, l'un des personnages disait « Il arrive ». Je suis resté là, stupéfait. Juste un instant avant de réaliser que les tentacules bougeaient très lentement. Et puis chaque tête de personnage s'est tournée tout aussi lentement vers moi. Et je me suis jeté en arrière, glissant par-dessus mon bureau jusqu'au sol. J'ai couru dans le garage en criant après Neil. Je ne pouvais pas être le seul à voir ça. À ma grande surprise, il était parti. Alors je suis retourné prudemment au bureau et j'ai jeté un œil à l'intérieur. Les bandes dessinées étaient toujours corrompues, mais elles ne semblaient plus bouger. Je me suis approché et j'ai tendu la main pour en détacher une quand j'ai vu les tentacules noirs d'encre commencer à ramper sur la page vers mes doigts, à une vitesse au moins 3 fois plus rapide que tout à l'heure. Alors j'ai retiré ma main d'un coup. Rien de bon ne pouvait venir d'un contact de cette tache d'encre avec ma peau. Bien sûr, j'ai arraché tout le panneau d'affichage, je l'ai brûlé dans une poubelle métallique derrière. Et je n'en ai plus jamais parlé. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et ma femme était déjà couchée, profondément endormie. Mon esprit tournait à une vitesse et je n'ai même pas réussi à me forcer à dîner. N'ayant personne à qui confier mes inquiétudes, je suis tombé dans un sommeil agité, me réveillant sans cesse. Cauchemar après cauchemar, presque chaque heure de la nuit, jusqu'à ce que j'abandonne complètement l'idée de dormir. Ce vendredi-là, je suis retourné au bar, même si ma femme ne pouvait pas boire étant enceinte, et Neil n'était plus vraiment quelqu'un d'agréable à fréquenter, et aucun de mes autres amis ne semblait joignable. J'avais juste besoin de prendre une bonne cuite pour me sentir mieux. Après avoir descendu quelques bières, je suis allé aux toilettes en réalisant que j'étais plus saoul que ce que je n'avais imaginé. Alors je me suis penché au-dessus du lavabo pour m'éclabousser le visage d'eau. Et c'est là que je l'ai entendu, comme un drap qu'on traîne sur un sol. Une voix râpeuse s'est élevée tout doucement du fond de la canalisation. Elle ressemblait à une longue expiration qui a duré une éternité, jusqu'à ce que je finisse par distinguer enfin ces mots. Au milieu de toutes ces voyelles. Il vient. Des fissures sont apparues sur la porcelaine, s'échappant de l'anneau autour de l'évacuation. Du moins, elles ressemblaient à des fissures au début, mais après quelques secondes, j'ai reconnu les mêmes tentacules de corruption que j'avais vus dans les bandes dessinées plus tôt cette semaine. Se faufilant lentement, j'ai reculé précipitamment hors des toilettes. Et je suis rentré dans quelqu'un. Je me suis retourné et j'ai fixé les yeux noirs d'un motard d'1,90 m, tatoué sur chaque centimètre de peau exposée, sauf les mains et la tête. J'ai rapidement reculé loin de lui, et son regard perçant et malveillant m'a suivi alors que je fuyais à travers le bar. C'était comme un rêve où chaque fois que vous courez pour sauver votre vie, vous êtes enlisé dans des sables mouvants. En traversant la pièce, j'ai remarqué que le motard n'était pas le seul à me fixer. Il semblait que chaque paire d'yeux dans le bar était braqué sur moi, et plus de la moitié de ses regards semblaient complètement noirs, sans trace d'iris. Quelques lèvres bougeaient et même si je ne pouvais pas entendre leur voix à cause du jukebox, je pouvais facilement deviner ce qu'ils disaient. Il vient. Autant vous dire que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. En fait, je ne dors presque plus depuis des semaines. Ce que ceux d'entre vous qui m'ont parlé récemment ont sûrement deviné. Je vois encore ces yeux noirs me fixer. J'ai peur que chacun de ceux que je croise se retourne et me murmure ces mots, me transperce l'âme de leur regard maléfique. Chaque fois que je m'approche d'un évier ou que j'essaie de manger quelque chose,
J'ai peur de voir ces tentacules d'encre onduler vers moi. Même ma femme semble froide et distante dernièrement. Puis ce soir, alors que je rentrais du travail en voiture, luttant pour garder les yeux ouverts afin de ne pas dévier dans la circulation en sens inverse, mon téléphone portable a sonné. C'était Rebecca. Elle était en route vers l'hôpital pour accoucher de notre bébé. Et pour la première fois en 2 semaines, j'étais vraiment heureux. Elle était dans la salle de travail, reliée à un moniteur quand je suis arrivé, surveillant ses contractions. Elle m'a à peine remarqué quand je suis entré, mais n'a pas semblé surprise quand je me suis assis à côté d'elle et que j'ai pris sa main dans la mienne. J'ai essayé de lui parler, mais elle ne répondait pas. Et j'étais tellement fatigué que je ne me suis même pas rendu compte que j'avais commencé à m'endormir. Jusqu'à ce que les infirmières arrivent et commencent à la déplacer vers la salle d'accouchement. Environ une demi-heure plus tard, j'ai mis ma blouse et ma Charlotte. Et je suis entré avec elle pour lui tenir la main et l'encourager comme on nous l'avait appris en cours de préparation. Quand elle s'est mise à crier et hurler, j'étais préparé à cela, ainsi qu'à sa prise de plus en plus forte sur ma main. Mais quand j'ai vu le mouvement dans son ventre, mon esprit a commencé à vaciller. Le médecin a dit que le bébé couronnait et lui a dit de pousser. J'ai répété ses ordres et elle m'a hurlé dessus avec une voix que je ne pourrais même pas commencer à décrire. Quand j'ai baissé les yeux vers elle, elle me fixait avec les mêmes yeux que j'avais vus chez le motard. Les mêmes yeux que j'avais cru voir chez Neil des semaines auparavant. J'ai essayé de retirer ma main, mais elle a renforcé sa prise. Du sang noir semblable à du goudron a éclaboussé l'avant de la blouse du médecin. Mais il n'y a prêté aucune attention. Quand j'ai regardé à nouveau son ventre, des veines noires semblaient saillir sous sa peau, pulsant. Elle continue de me fixer et elle ne criait plus. Elle souriait. Ses yeux d'obsidienne me transperçaient l'âme. Pour invoquer l'esprit ruge de chaos nesperdien, souffla-t-elle dans une voix rauque. Celui qui attend derrière le mur, poursuivit le médecin, alors qu'il regardait l'enfant, mon enfant, allongé silencieusement, bercé dans ses mains tachées de sang. Il leva les yeux et souleva le bébé. Il semblait couvert d'un liquide noir d'encre dégoulinante, très similaire à celui qui avait recouvert Neil quelques semaines auparavant. Il ne pleurait pas, mais il était vivant, et il bougeait lorsqu'il se tenait en l'air. Quand ses yeux se sont ouverts, ils étaient aussi noirs que ceux de ma femme, aussi noirs que ceux du médecin. À l'unisson, ils ont tous soufflé son nom, Zalgo. J'ai arraché ma main de la poigne de fer de ma femme et je me suis précipité hors de la pièce, heurtant les infirmières qui passaient dans le couloir juste à côté. Quand je me suis relevé et que j'ai regardé à nouveau dans la pièce, j'ai vu les tentacules noirs d'encre s'étendre du médecin et de mon nouveau-né, traversant le sol jusqu'à l'endroit où je me tenais. J'ai fait demi-tour et couru dans le couloir jusqu'à l'ascenseur en appuyant frénétiquement sur les boutons. Quand j'ai regardé en arrière, les tentacules étaient arrivés dans le couloir, mais personne d'autre ne semblait les remarquer, jusqu'à ce qu'ils rampent sous leurs pieds et le long de leurs jambes, moment où ils se sont brusquement arrêtés, se sont retournés et m'ont regardé avec ces mêmes yeux d'obsidienne. J'ai abandonné l'idée de prendre l'ascenseur et je me suis mis à courir paniqué vers les escaliers. J'ai descendu les 15 étages jusqu'au hall, j'ai foncé vers le parking, sauté dans ma voiture et j'ai démarré. Je ne savais pas du tout où j'allais. Je devais juste foutre le camp de là. Je ne sais pas si je deviens fou, ça en a tout l'air. Je ne peux plus rester près de personne que je connais. Ils ont tous les mêmes yeux, les mêmes mots. Même mon enfant. Oh mon Dieu, mon bébé. Je voyais encore ses yeux me fixer depuis les voitures autour de moi. Et par une étrange coïncidence, le même motard que celui du bar de vendredi. Il me suivait. Pendant près de 20 minutes, il m'a suivi, jusqu'à arriver à ma hauteur. Il s'est tourné vers moi et me fixait en souriant. Je ne pouvais pas voir ses yeux à travers ses lunettes de soleil. Mais je savais que c'était le même type, ses tatouages semblaient bouger d'eux-mêmes, et le crâne en flammes sur son biceps droit s'est mis à saigner par les orbites.
Dès que j'ai pu, j'ai freiné brutalement, le laissant me dépasser pendant que je tournais brusquement à gauche pour faire demi-tour. Je pense l'avoir semé. Ça fait environ 1 heure que je roule. Je me suis arrêté dans un motel à 3 heures de la ville. Le premier endroit que j'ai trouvé avec du wifi. Je suis fatigué. Je tremble et ma main me démange là où les ongles de ma femme m'ont griffé. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire, ni vers qui me tourner. Cette histoire va sembler complètement folle. Et je finirai probablement interné. Je ne suis même pas sûr que ce ne serait pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Mais je ne peux tout simplement plus supporter de regarder ses yeux. Chaque fois que je vois quelqu'un de nouveau, il me fixe. Je panique parce que je sais. Je sais que c'est là, dehors, à ma recherche, quoi que ce soit. Et à chaque fois que je ferme les yeux, que j'essaye difficilement de trouver le sommeil, j'entends ces mots. Il arrive.